Donc je laisse la parole maintenant à Laurie et Axel. Je ne sais pas laquelle des deux commence. Donc Laurie. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir et de venir parler de mes recherches dans un cadre de ce type. J'en suis ravie. Alors du coup, je vais expliquer comment j'ai été amenée à m'intéresser au bonheur en économie. En réalité, je suis économiste spécialiste de l'histoire de la pensée économique. Et pour faire bref, alors qu'est-ce que c'est que l'histoire de la pensée économique? C'est une sous-discipline de l'économie qui cherche à étudier les pensées économiques anciennes pour les faire dialoguer avec les pensées économiques du présent. Donc ça sous-entend que ces pensées, ces théories anciennes sont toujours pertinentes aujourd'hui. Et ça, c'est lié à une spécificité de l'économie, à savoir que ce n'est pas une science exacte qui progresse de manière linéaire, à savoir que les nouvelles théories en économie ne sont pas plus pertinentes que les anciennes théories économiques. Parce qu'il n'y a pas de vérité en économie et que l'économie, c'est une discipline qui progresse à travers ces débats. Donc il n'y a pas de consensus en économie sur une explication des phénomènes économiques. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi non plus. Par exemple, on est globalement d'accord sur la définition du chômage. C'est la population active sans emploi, mais on n'est pas d'accord sur son explication. Est-ce que le chômage, c'est quelque chose de volontaire, décidé par les individus qui choisiraient d'être au chômage parce que les salaires qui rémunèrent leur activité sont pas assez élevés, ou est-ce que le chômage est involontaire, c'est-à-dire est-ce que ce sont uniquement les entreprises qui décident du niveau d'emploi et pas les travailleurs. Donc là-dessus, il y a des débats. Donc, avoir ça en tête, ça permet d'avoir en tête que les théories d'aujourd'hui ne sont pas plus vraies que celles d'hier. Ça signifie que les débats présents peuvent raviver des débats anciens. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008, avec la crise économique. On a vu l'insuffisance des théories présentes pour expliquer la crise économique. Donc on a fait appel à des théories anciennes pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, la théorie de Keynes, de Marx, etc., etc. Alors c'est dans cette perspective que je travaille et que j'ai été amenée à m'intéresser au bonheur en économie. Alors, en réalité, ce n'était pas ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'était le lien entre philosophie morale et économie au XVIIIe siècle. Et je me suis intéressée à cette question à travers l'œuvre de quelqu'un que vous connaissez peut-être, l'œuvre d'Adam Smith, qui est considéré à son époque, c'est un penseur écossais du XVIIIe siècle, considéré comme le père fondateur de l'économie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'il a écrit un ouvrage économique intitulé La richesse des nations. Alors en réalité, à l'époque, l'économie n'existe pas de manière autonome et Smith n'est pas économiste. Il est philosophe moral et son ouvrage le plus important à l'époque et le plus célèbre à l'époque, c'est pas La richesse des nations, c'est son ouvrage de philosophie morale, La théorie des sentiments moraux. Alors c'est un ouvrage qu'il a travaillé toute sa vie, beaucoup plus que La richesse des nations. Et même s'il n'est pas très connu aujourd'hui, eh bien, quelque part, si on veut avoir des clés de compréhension de son économie, on est obligé de s'en référer à sa philosophie morale. Et c'est ce qui m'a intéressée, en fait, de redonner un peu d'humanité aux interactions économiques. Alors, par exemple, pour vous donner un petit exemple, dans son économie, Smith décrit une multitude d'acteurs économiques en fonction des décisions qu'ils prennent, des décisions économiques. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner juste deux exemples. Donc, il distingue par exemple deux personnages, un qu'il appelle le prodigue et l'autre qu'il appelle l'homme frugal. Alors, le prodigue, c'est celui qui préfère consommer son revenu plutôt que de l'investir, alors que ça lui permettrait d'avoir un revenu plus tard. D'accord ? De l'autre côté, vous avez l'homme frugal, c'est celui qui, à l'inverse, préfère investir son revenu pour en retirer un profit
Et donc, du coup, il sacrifie le plaisir présent de la consommation. C'est un personnage central parce que c'est grâce à ce personnage, nous dit Smith, que la nation va pouvoir s'enrichir. Maintenant, Smith, dans son ouvrage d'économie, n'explique pas vraiment ce qui est à l'origine de la différence de comportement entre ces deux acteurs. Si on veut comprendre ce qui est à l'origine de leur comportement différencié, il faut aller voir dans sa philosophie morale et il faut notamment s'intéresser à son concept de maîtrise de soi. C'est le concept clé de sa philosophie morale. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne la maîtrise de soi appliquée à nos deux personnages ? D'un côté, vous avez celui qui maîtrise son envie des plaisirs présents dans l'espoir d'un plus grand plaisir à venir avec le profit, tandis que l'autre, le prodigue, n'y parvient pas parce qu'il est impatient de goûter au plaisir présent. Donc du coup, cette impatience, elle va réduire l'intensité des plaisirs futurs pour lui, dans sa perspective. Alors, dans la perspective de Smith, parce qu'il y en a un qui maîtrise ses passions, bien, il est moral, tandis que l'autre ne l'est pas. Qu'est-ce que ça suppose pour Smith d'être moral ? Ça suscite d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent, à leur jugement, et en tout cas d'essayer d'être digne de leur approbation morale. Alors, pour être digne de l'approbation morale des autres, il faut au moins s'imaginer en penser ce qu'ils pensent, et c'est ça qui conduit l'homme frugal, ici, à maîtriser ses passions. On sait que les autres, par exemple, vous devez certainement penser, je ne sais pas, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais que celui qui dilapide son argent plutôt que d'en faire bon usage, c'est quelqu'un qui n'agit pas de manière très morale. Donc celui qui agit dans cette perspective ne tient pas vraiment compte du regard des autres lorsqu'il décide d'agir. Et dans ces cas-là, pour Smith, il serait considéré comme quelqu'un d'immoral. En revanche, l'homme frugal qui lutte contre ses impulsions présentes pour faire du profit futur, épargner son revenu, l'investir, faire du profit, et bien là, serait considéré comme quelqu'un de plutôt moral. Donc c'est ça la maîtrise de soi pour Adam Smith. Et c'est exactement ce mécanisme qui est à l'œuvre dans l'analyse qu'il propose du bonheur. Alors, une analyse du bonheur qui m'a... Alors, au départ, je n'étais pas partie pour travailler sur le bonheur, mais elle m'a interpellée parce que je trouvais que Smith avait une analyse originale du bonheur par rapport à celle qui est proposée en économie aujourd'hui. Donc je vais essayer d'éclairer ça en vous parlant d'abord de l'économie du bonheur et en revenant après à l'analyse de Smith. Et je pense que tu compléteras probablement sur l'économie du bonheur. Donc l'économie du bonheur, c'est une discipline qui étudie en fait l'influence de la richesse sur le bonheur. C'est une sous-discipline qui est assez récente. Elle est née en fait dans les années 70 et à l'origine de cette sous-discipline, il y a ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterling. Un paradoxe qui a été mis en évidence par Richard Easterling à travers une enquête qui portait sur le bonheur déclaré des individus pendant les 30 Glorieuses. Alors, quelle est la nature de ce paradoxe ? Alors, je vais faire bref. Au sein d'un même pays, nous dit cette enquête, à un instant donné, les riches se déclarent plus heureux que les pauvres. Mais pourtant, si on regarde ce qui se passe en termes d'évolution à long terme, dans un même pays, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation entre le PIB par habitant et le bonheur moyen déclaré. D'accord ? Alors qu'il y a eu une croissance importante et donc un PIB par tête assez important, pourtant les individus ne se déclarent pas en moyenne plus heureux qu'avant. Voilà, c'est ça le paradoxe. Alors c'est problématique, du coup ça a conduit à remettre en question des modèles économiques, enfin les objectifs économiques qu'on suit aujourd'hui, à savoir la croissance économique. Est-ce que c'est légitime de chercher la croissance économique si celle-ci n'apporte pas le bonheur ? Alors ces résultats sont, notamment pour le résultat, ces résultats sont à prendre entre guillemets, bien sûr, parce qu'ils ont été
discuté comme tout résultat en économie. Il fait l'objet de discussions. Tout le monde n'est pas nécessairement face de cette nouvelle richesse. Effet bénéfique sur les mœurs, notamment des individus qui composent la société, mais aussi effet bénéfique ou néfaste sur le bonheur. Alors, en France, on va retrouver les mêmes débats, notamment entre Voltaire et Rousseau. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la querelle entre Voltaire et Rousseau sur les effets bénéfiques ou néfastes du luxe. C'est un débat auquel participe précisément Adam Smith. Alors pour lui, la richesse, elle n'est pas mauvaise en soi, sauf quand on la recherche de manière excessive. Mais pour lui, c'est normal de vouloir améliorer ses conditions matérielles d'existence et surtout de chercher à vouloir se distinguer des autres. C'est quelque chose qu'il considère comme étant tout à fait normal, tant qu'on ne nuit pas à autrui. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qui conduit au bonheur pour Smith. Pour lui, la richesse n'est pas source de bonheur. En tout cas, même si temporairement, on peut avoir l'illusion d'être plus heureux, j'ai bientôt fini, quand on est plus riche, excusez-moi, il nous dit que ce n'est qu'une illusion, car quand on va prendre en compte le point de vue d'autrui sur, par exemple, imaginons qu'il donne l'exemple d'un parvenu qui s'enrichit soudainement. Alors au début, il se sent plus heureux parce qu'il ne tient pas compte du regard d'autrui, mais il va finir par se rendre compte de ce que les autres pensent de la richesse. La richesse, je ne sais pas, on peut considérer, c'est par hasard qu'il y a un proverbe qui dise que la richesse ne fait pas le bonheur. C'est bien qu'on considère que la richesse, c'est quelque chose finalement peut-être de superficiel qui ne contribue pas de manière majeure au bonheur. Et bien à partir du moment où le parvenu va prendre en compte le point de vue des autres, il va se rendre compte que la richesse n'est pas nécessairement source de bonheur. En tout cas, c'est comme ça que les autres se perçoivent. Et ça va influencer lui-même la manière dont il perçoit son bonheur. De sorte que sa richesse, en fait, ne va pas augmenter son bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? Donc, je le fais très vite. Donc, c'est lié à des phénomènes d'adaptation. C'est-à-dire qu'au départ, on se sent plus heureux. Finalement, on se rend compte par nos interactions sociales que cette richesse ne nous rend pas plus heureux. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, justement, c'est, je tiens bientôt fini, c'est que Smith explique le bonheur à travers l'influence des normes sociales, à travers l'influence des interactions sociales, et c'est quelque chose qui diffère finalement de la manière dont on explique l'influence de la richesse sur le bonheur aujourd'hui en économie. Aujourd'hui en économie, on va avoir tendance à se limiter à prendre en compte certes les interactions sociales, mais à les limiter à des comparaisons. Par exemple, mon bonheur n'augmente pas parce que quand mon revenu augmente, je me compare aux autres et je remarque que si leur revenu a augmenté, moi je ne me distingue pas plus d'eux, donc je suis toujours aussi envieux et mon bonheur n'augmente pas. Ou alors, si mon revenu augmente, c'est mes aspirations qui augmente. J'en veux toujours plus. Et donc, du coup, augmenter mon revenu, ça ne suffit pas à augmenter mon bonheur. C'est quelque chose qui peut apparaître un peu réducteur, qui réduit un peu le rôle des interactions sociales sur le bonheur. Et ce que je trouve intéressant chez Smith, c'est justement de se dire, on interagit, on construit des normes, et ces normes, elles vont influencer la perception qu'on a de notre bonheur. Voilà. Désolée pour le temps. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, excusez-moi, je vais parler du nez parce que je suis malade. Voilà. Comme beaucoup de gens ici, je pense, vu que c'est la saison. Alors moi, je m'appelle Axel Bonhomme, je suis psychologue, j'ai un cabinet à Sorbier. Et d'origine, donc, je suis plutôt spécialisée dans ce qu'on appelle une approche TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, avec une spécialisation en gestion du stress initialement. Et puis il y a 2 ans, effectivement, donc j'ai participé au premier DU de psychologie positive qui s'est monté en France sous la houlette de Rebecca Shankland à Grenoble. L'idée, c'était par la suite de pouvoir lancer donc tout un cycle de conférences. Donc là, il y a une première conférence qui s'est lancée autour de la psychologie positive et puis plus tard, ce sera autour des émotions, autour de la question du stress. Ça m'intéresse particulièrement, ainsi que des ateliers au sein du cabinet. Alors, je vous remercie pour la proposition d'intervention dans ce débat. Alors, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est rigolo. Alors,
Si je dois un peu parler de psychologie positive, donc je pense que ça surprendra personne si je dis que la question du bonheur, c'est une question qui intéresse tout le monde. J'allais dire qu'il a toujours intéressé tout le monde parce qu'effectivement, c'est une question très à la mode, mais c'est une question également antique, puisque dès l'Antiquité, on retrouve ce questionnement-là dans la philosophie, avec des philosophes comme Socrate, avec une discipline spécifique de la philosophie qu'on appelait l'eudémonie, qui s'intéressait précisément à la question du bonheur en philosophie, avec au final cette question qui nous traverse tous, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Est-ce qu'il y a un peu des recettes miracles? Est-ce qu'il y a des solutions un peu clés en main? Et donc aujourd'hui, effectivement, comme on peut le constater au sein des librairies, il y a tout un pan de littérature qui s'intéresse à cette notion de bonheur. Et l'idée, c'est aussi un peu pour la psychologie positive de faire le tri parmi un peu tout ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de thérapie. Alors moi, comment j'en suis arrivée à m'intéresser à la psychologie positive? Alors d'un point de vue personnel, grâce à une amie qui m'a fait connaître un roman, un bouquin très intéressant de Frédéric Lenoir qui s'appelle Petit traité de vie intérieure, qui est un petit traité qui fait du bien à lire, tout simplement, dans un premier temps. Et puis parce que, un peu comme mes patients, je suis moi-même une anxieuse, mais une anxieuse aujourd'hui qui a appris un peu à se soigner. Et donc à se soigner par des approches déjà classiques avec les TCC, c'est-à-dire faire un peu de restructuration cognitive, essayer de voir un peu les choses différemment. Et puis, au bout d'un moment aussi, on se dit, oui, ok, ça je sais faire, mais maintenant aussi, comment je peux essayer d'être un peu heureuse? Parce que moi, j'avais un peu tendance à toujours regarder le verre à moitié vide, à me centrer un peu sur ce qui allait pas. Quand ma journée se terminait, que mon conjoint me demandait comment s'était passée ma journée, j'avais toujours tendance à commencer mes phrases par super, mais voilà, un peu comme on fait tous, je crois. Et donc, c'est comme ça que je suis un peu tombée dans le bain de la psychologie positive avec une appréhension, j'allais dire, un peu française aussi, très cynique. Alors que ça m'agaçait un petit peu aussi, tous ces représentants qui nous fournissaient des solutions un peu clés en main, comme on peut entendre, tout pour être heureux, si vous voulez être heureux, il n'y a plus qu'à faire ça. Donc j'avais un regard déjà assez critique autour de la psychologie positive, jusqu'à faire le DU, et jusqu'à vraiment comprendre que le but de la psychologie positive, c'est pas de faire positiver les gens à tout prix, c'est pas d'enjoindre les gens à être heureux, c'est plutôt de partir du constat suivant qui consiste à simplement se dire mon cerveau sait très bien repérer ce qui ne va pas, mon cerveau sait très bien repérer le danger, et c'est ce qu'on appelle nous le biais de négativité. C'est pour ça que naturellement votre attention va aller se focaliser vers les éléments dangereux, négatifs de votre quotidien. Et si on apprenait à notre cerveau aussi un peu à observer ce qui fonctionne dans notre quotidien, un peu contrecarrer ce biais-là qui est un biais évolutionniste. C'est-à-dire que quand j'étais un homme des cavernes, effectivement, c'était important pour ma survie de très rapidement repérer le danger pour pouvoir m'en prémunir et m'adapter face à ce danger-là. Aujourd'hui, concrètement, en termes de survie, ça va à peu près dans nos pays occidentaux. Et pour rejoindre un peu ce que disait Laurie tout à l'heure, effectivement, ce qui apparaît de plus en plus dans nos sociétés, c'est effectivement ce fameux sentiment de stagnation qui s'explique par ce fameux paradoxe d'Esterlin, qui fait qu'on a une nouvelle patientèle de patients qui poussent la porte de nos cabinets en nous disant écoutez, je comprends pas, tout va bien dans ma vie, j'ai une grande maison, j'ai acheté ma 3e voiture, j'ai fait construire ma piscine, et pour autant, j'arrive pas à être heureux. J'ai une femme que j'aime, des enfants que j'aime, mais j'arrive pas à être heureux. Donc j'ai épousé ma 3e femme aussi, certains. J'ai pas osé. Non, on en rigole, mais sincèrement, pour les personnes qui arrivent, alors ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, alors maintenant qu'on appelle plus la crise du milieu de la vie, en plaisante, on a une image assez rigolote dans les films, le mari qui va aller tromper sa femme avec une petite jeunette de 20 ans et qui va s'acheter une Ferrari, mais c'est vraiment une vraie crise identitaire profonde en fait. Et je vous jure qu'ils rigolent pas quand ils arrivent dans ces cas-là, parce que ça fait vraiment voler en éclats des familles. Mais effectivement, c'est un peu une insatisfaction chronique. Voilà, on pourrait traduire ça comme ça, par une espèce d'insatisfaction chronique. Et donc justement, la psychologie positive va proposer des outils qui vont permettre à ces personnes-là de venir un peu remédier ces biais et de négativité et d'adaptation hédonique, parce qu'il y a aussi ce biais-là qui explique qu'on s'habitue vite aux bonnes choses, pour reprendre un dicton aussi assez populaire. On s'habitue vite aux bonnes choses, tout simplement parce qu'effectivement, dès qu'on s'est habitué à un certain niveau de vie, on n'arrive plus à s'en satisfaire. Et effectivement, on demande un peu plus.
Donc l'idée de la psychologie positive, c'est d'aller s'intéresser un peu à ces fameuses stratégies à la fois cognitives et comportementales qui vont permettre aux individus de développer leur niveau de bien-être dans un souci de prévention, puisque la psychologie positive va se positionner à côté des autres approches plus classiques en psychologie. Alors c'est pas une nouvelle discipline, hein, c'est une nouvelle orientation de la psychologie, mais qui est complémentaire aux autres approches. C'est-à-dire qu'en cabinet, avec un patient qui va mal, je ne vais pas commencer à lui faire des pratiques de psychologie positive parce que ce serait le mettre en échec forcément. Dire à quelqu'un qui va pas bien du tout, qui fait une dépression ou qui passe une phase difficile, quelconque, hein, la phase difficile, lui dire écoute, tu devrais positiver, forcément ça a plutôt tendance à mettre les gens en colère parce que d'une part on ne se sent pas compris, on ne se sent pas entendu, et d'autre part on n'a pas forcément les ressources à ce moment-là pour justement essayer d'observer ce qui fonctionne dans notre quotidien, essayer d'observer ce qu'il y a de positif, de satisfaisant. Donc la première info vraiment à avoir en tête, c'est si je veux pratiquer un peu ces petits exercices de psychologie positive qu'aujourd'hui vous pouvez rencontrer de partout dans les magazines ou dans les librairies, la première information c'est je fais ça quand je suis plutôt bien dans ma tête. Je fais ça quand la période est plutôt calme et que effectivement j'ai déjà un niveau de bien-être qui est assez stable. Donc quoi qu'il en soit, quand on va pas bien, le premier enjeu c'est plutôt de se stabiliser, d'arriver on va dire à un niveau de bien-être qui va se situer à +1, +2, et puis ensuite, en général moi avec les patients c'est en fin de thérapie, on va proposer ces outils-là pour permettre justement aux patients d'accroître son niveau de bien-être et au final être plus prémunis face aux aléas de la vie et pouvoir justement arriver à faire avec les creux de la vie, avec les creux de la vague. Donc la psychologie positive n'est pas là pour dire justement qu'il faut absolument tout le temps positiver, ne consiste pas non plus à avoir que des pensées positives, puisque la vie est faite de haut et de bas, que dans une même journée, vous avez des états d'âme qui fluctuent, on a tous des pensées. L'idée, ça ne va pas être forcément de vouloir absolument à chaque fois les maîtriser. Et au contraire, ce qu'on va beaucoup travailler avec le patient, c'est la flexibilité psychologique, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire ma capacité à prendre conscience quand je m'embarque dans des ruminations qui ont plutôt tendance à me tirer vers le bas. Prendre conscience, par exemple, quand je m'embarque dans une comparaison qui forcément sera mauvaise pour moi. Si je commence à me comparer à Claudia Schiffer, alors je voulais prendre un nom d'un autre mannequin, mais je suis désolée, j'en connais pas d'autres, ça fait un peu vieux, ça y est, je suis has-been. C'est fait, c'est comme ça. Mais si moi je commence à me comparer à Claudia Schiffer, vous comprenez que tout de suite je perds la bataille. La comparaison est perdue d'avance. Et donc l'idée c'est pas de me dire non, te compare pas à Claudia Schiffer, puisque mon cerveau y a déjà pensé. Donc plus je vais me dire non, ne te compare pas à Claudia Schiffer, plus je vais me comparer à Claudia Schiffer. C'est-à-dire que je vais centrer toute mon attention sur cette comparaison-là. Donc l'idée c'est plutôt d'entraîner mon cerveau à prendre conscience quand il est justement centré sur une pensée qui va plutôt le tirer vers le bas, et justement d'essayer de l'amener à passer sur une autre pensée. Alors avec les enfants, j'utilise beaucoup la métaphore des nuages. Je peux le faire avec certains adultes aussi, c'est-à-dire l'idée de là, tu es sur quel nuage là concrètement? Là, je suis sur le nuage, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je fais bon, ok, mais il t'amène où ce nuage-là? Si tu restes dessus, tu vas aller où comme ça? Ah oui, je suis pas bien. Donc je dis essaye de passer sur un autre nuage. Je lui dis pas qu'il a pas le droit de pas avoir des nuages comme ça. Je lui dis simplement, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Concrètement, qu'est-ce qui vaut la peine pour toi? Qu'est-ce qui va t'aider là à ce moment-là? Je me suis un peu perdue, j'avais pris des notes et c'est pas du tout ce que je raconte. Donc en gros, c'est cette idée plutôt effectivement d'apprendre au patient à être flexible dans sa manière de penser, dans ses processus cognitifs aussi. On a tous des processus cognitifs qui sont en œuvre. Ceux que vous connaissez bien, c'est la rumination, les anticipations. Quand vous êtes en train de lire votre bouquin le soir et que votre esprit vous amène ailleurs à vous dire eh oui, est-ce que tu as bien rangé ce qu'il fallait ranger, est-ce que tu as bien fait les listes de courses, c'est justement d'entraîner votre capacité à tiens, là, je prends conscience que mon cerveau m'a amené ailleurs, je le ramène sur ce que je suis en train de lire, le bouquin que je suis en train de découvrir. Donc c'est ce fameux processus qu'on travaille aussi beaucoup avec des pratiques de pleine conscience, qui sont des pratiques de méditation formelle ou informelle. Il n'y a pas non plus de magie dans la psychologie positive, tout est une question d'entraînement. D'entraînement grâce à un phénomène bien connu qui est la neuroplasticité. Votre cerveau est plastique, c'est-à-dire que grâce aux stimulations que vous allez lui proposer, vous allez favoriser ou inhiber certaines connexions synaptiques qui vont se traduire par la myélinisation. Alors après, je ne suis pas scientifique, donc
Je ne suis pas médecin. Du coup, je n'en dirai pas plus. Voilà. Mais c'est l'idée plutôt que, effectivement, la grande découverte de ces dernières années, c'est je peux entraîner mon cerveau. Je peux favoriser certaines connexions synaptiques et en plus, je peux même aussi l'aider à se régénérer au niveau de certains neurones. Donc l'idée de la psychologie positive, ça va être de proposer un ensemble de pratiques qui sont en plus, pour le coup, assez sympas, assez ludiques, qui peuvent s'appliquer aussi auprès des enfants. Donc c'est aussi l'intérêt des pratiques de psychologie positive, c'est qu'on peut même s'amuser à les faire en famille. Et du coup, de s'y entraîner un peu tous les jours, quotidiennement. Alors, il n'y a pas un effet waouh dans le sens où c'est pas, vous n'allez pas vous lever un matin en disant « Ah mais ça y est, tout va bien dans ma vie, c'est génial, je suis absolument heureux et épanoui ». Bah, ça, c'est plutôt sur du long terme. Et du coup, ça va impliquer des changements assez profonds en termes de personnalité. Mais j'allais dire, c'est... un peu comme tout, dès qu'on relâche un peu les efforts, les mauvaises habitudes reviennent. Donc moi qui suis de nature plutôt anxieuse, dans les périodes où c'est plus compliqué pour moi, je revois mes sourcils se rehausser. Mon conjoint me dit souvent, attention, là, tu as tes sourcils qui se lèvent. Ça veut dire que je suis en train de faire un peu la poule sans tête et que du coup, je suis en train de partir dans des angoisses qui ne vont pas m'aider à avancer. Donc l'idée, c'est pas, on ne va pas réussir à tout changer en profondeur. Par contre, c'est d'arriver à se connaître, d'arriver à se dire quelles sont mes failles à moi, quelles sont mes difficultés à moi, et d'essayer au fur et à mesure de les contrecarrer, de les accepter aussi quand je peux, et d'essayer d'être dans une dynamique, on va dire, qui va m'amener vers l'épanouissement et vers le bien-être. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la présentation. J'espère que j'ai été claire. Je vous remercie. Alors, qui veut poser la première question ? Ne te cache pas, David, c'est souvent toi qui la poses. Oui ? Ah bah, il en a une. Donc, merci. Bon, ça va être très très court. Je voudrais juste un petit... quelle est la différence entre le bonheur et la joie ? J'ai l'impression que le bonheur est un grand lac et les joies, c'est soudainement des vagues. Et il y a des sociétés justement bien connues qui s'amusent justement sur ces vagues pour se faire justement, c'est un sacré business. C'est effectivement, alors c'est marrant, vous avez parlé tout à l'heure justement des gens avec l'argent. Les gens qui gagnent au loto, 1 sur 2, au bout d'un moment, finissent par veulent le retravailler et alors je ne sais pas où elle est, il faudra vérifier la source de l'étude. Au bout de 18 mois, ils retombent sur leur niveau d'auparavant. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire quelle que soit la fortune, ça marche pendant 18 mois et après ça retombe à un niveau équivalent à quand ils étaient. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Et justement, je voulais savoir un petit peu cet effet de joie par rapport au bonheur. On voit très bien que des sociétés fabriquent du matériel justement pour que les gens fassent une queue énorme pour acheter tout de suite, parce qu'il y a un effet de joie. On a le dernier cri, on l'achète, on a un coup de joie et au bout de quelques semaines, 1 mois ou 2, 3 mois, on retombe à un niveau comme avant. Ce qui fait qu'on attend tout de suite le prochain qui va redonner cette joie. Et justement, je voudrais avoir un petit peu, si on peut discuter sur cette joie par rapport à ce que j'appelle ce grand lac de bonheur. Voilà. Alors on s'est coupé la poire en deux, donc je vais récolter la question, la différence entre joie et bonheur. Alors encore une fois, je ne suis que psychologue, donc je ne suis pas philosophe, je ne suis pas chercheur, donc je vais parler de mon point de vue à moi et de ce que je connais moi. Alors, une réponse simple en fait entre la distinction entre la joie et le bonheur. La première, c'est que la joie, c'est une émotion. On a émotion, sentiment, humeur. L'émotion, c'est une réponse adaptative de votre organisme pour s'adapter à son environnement. Donc on a tous plus ou moins les mêmes émotions. Il y a 6 grandes émotions fondamentales, donc la peur, la tristesse, la joie, la colère, la surprise et le dégoût. On dit que ce sont des familles et on dit qu'elles sont fondamentales puisque tous les êtres humains les ressentent. Après, la culture vient un peu cornaquer le mode d'expression de certaines émotions. Si je prends par exemple l'exemple de la colère, au Japon, c'est très mal vu de se mettre en colère. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas de colère, ça veut simplement dire que là, la culture va leur demander de l'exprimer d'une certaine manière. Le bonheur,
on appelle ça, nous, en psychologie, le bien-être. En fait, on étudie le bien-être et il y a 2 types de bien-être. Globalement, il va y avoir le bien-être hédonique et le bien-être démonique. Et on sait que le bonheur, le bien-être optimal, c'est à la fois du bien-être hédonique et à la fois du bien-être démonique. Donc bien-être hédonique qui est un bien-être assez bref, assez fugace, que vous évoquez, hein, effectivement, ça va être un bien-être du plaisir, où je vais avoir les conditions nécessaires qui vont être réunies pour pouvoir accéder à du bonheur. Donc effectivement, être en vacances, une belle plage, avec une belle mer, mon conjoint à côté. Et là, je vais être heureux parce que toutes les conditions vont être réunies. Mais ce n'est pas forcément ça qui va contribuer à mon bonheur. Ce qui va plutôt contribuer à mon bonheur, c'est donc ce fameux bien-être eudémonique, même si ça y contribue, le bien-être hédonique. Mais c'est plutôt ce bien-être eudémonique où on est plus sur des approches autour de la question de l'autonomie, de l'image de soi, des forces qui vont être en jeu. Donc il y a tout un champ de compétences propres à ce bien-être eudémonique-là. Voilà. Donc en fait, si je devais résumer, par exemple, sur la question de l'amour, il y a un livre qui est très intéressant de Barbara Fredrickson qui s'appelle Love 2.0. Donc pour parler de l'amour aujourd'hui, quoi, et qui a fait beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle l'amour, et on s'aperçoit aujourd'hui que l'amour, au final, ce sont que des petits moments d'amour mis bout à bout. C'est-à-dire, ce sont des émotions qu'on va vivre de manière fugace, qu'on va essayer de répéter, qui vont me permettre d'élaborer un sentiment. Donc le sentiment, ça va être la représentation que je me fais de quelque chose. Et grosso modo, pour être heureux aussi, j'allais dire, il faut apprendre à cultiver ces petits moments pour au final que ça permette effectivement d'aller vers un bonheur. Donc quand vous preniez la métaphore des vagues, si j'ai bien compris, hein, les vagues et la mer ou le lac, je ne sais plus. C'est un peu ça. Vous avez raison de ce côté-là. Voilà ce que je peux vous dire sur cette distinction. Et puis je vais laisser donc Laurie s'exprimer sur les gagnants du loto. Cette histoire, je sais pas si vous avez, c'est dans une étude peut-être que vous avez vu l'histoire des gagnants du loto qui au début sont très heureux et qui finissent par retrouver le même niveau de bonheur déclaré qu'avant. Alors, si je peux me permettre. Ouais. Je vais faire le diable, mais si je peux me permettre, si vous êtes heureux au moment du gain, si vous êtes plutôt quelqu'un d'heureux dans la vie et que vous gagnez au loto, vous avez tout gagné par contre. C'est-à-dire que vous avez déjà une capacité à déjà être bien heureux et que effectivement ça va juste voilà. En fait, cette étude, elle est venue, elle est à l'origine de ce qui s'appelle la théorie des adaptations hédoniques, donc dont tu as un petit peu parlé. Et elle a été, donc à l'origine, c'est une théorie qui vient plutôt de la psychologie. Mais elle a été évidemment très intéressante pour les économistes et notamment pour expliquer le paradoxe d'Easterling. Comment se fait-il qu'une augmentation du revenu par tête n'augmente pas à long terme le niveau de bonheur des individus. Et donc pour toutes les raisons que tu viens de... il y a plusieurs explications, notamment les explications que tu viens de donner. Et ça, voilà, moi je sais pas, non, j'ai pas plus de précision à donner, mais voilà. Alors, juste par rapport à l'histoire des gagnants du loto, donc c'est une étude qui a été faite dans les années 80 aux États-Unis, qui a suivi pendant 18 ans, non 18 mois, pardon, pas 18 ans, parce que 18 mois, donc c'est fait. Après, je sais pas, ouais, j'ai pas plus de pression. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi sur cette étude, c'est qu'elle questionne vraiment le bonheur de manière générale et pas seulement la relation entre richesse et bonheur, parce qu'elle a aussi observé que, alors elle est très critiquée d'ailleurs à ce niveau-là, que des personnes victimes, des victimes dramatiques d'accidents de voiture, temporairement étaient plus malheureuses qu'avant, mais finalement finissaient par s'adapter à leur situation et finissaient par retrouver un bonheur déclaré identique à leur situation antérieure. Donc c'est quand même plus général. Phénomène d'adaptation. Voilà. En fait, c'est en science, on parle d'homéostasie. Tout organisme vivant a une homéostasie qui tend à retrouver en permanence. Pour le psychisme humain, c'est un peu la même chose, sauf effectivement les grands traumatismes, où justement, là, ça vient effracter complètement l'ensemble des processus psychiques qui rend compliqué justement d'élaborer, de gérer ses pensées et tout ça. Voilà.
Oui. Est-ce que le premier des bonheurs, c'est pas l'alimentation harmonieuse? Une alimentation harmonieuse. Alors, effectivement, le premier, je ne sais pas si ce que vous voulez dire. Je ne vais pas parler d'alimentation harmonieuse, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, il y a des choses minimales qu'il faut avoir, hein, pour être heureuse, clairement. Et justement, dans beaucoup d'études, a été mis en évidence l'existence d'un point de satiété, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, la richesse contribue au bonheur. Jusqu'à un certain point du PIB par tête, la richesse contribue au bonheur. Et dès qu'on dépasse un certain niveau, ou dès que les besoins essentiels sont remplis, et bien cette fois, la richesse contribuerait de manière moins forte au bonheur. Voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui est très discuté. Alors, au sujet de l'alimentation, alors moi je le prends au premier sens, l'alimentation. L'alimentation. Alors oui, il y a des aliments, on sait que la malbouffe par exemple, le sucre est très mauvais pour le cerveau notamment, hein, puisqu'il n'aide pas forcément à penser de manière raisonnée. Mais au-delà de ça, j'allais dire, avoir une alimentation heureuse, saine, c'est aussi avoir une certaine maîtrise de sa vie. Donc c'est reprendre un sentiment de maîtrise. Alors il y a un sentiment dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle le sentiment d'impuissance acquise, qui est un sentiment explicatif notamment des dépressions, c'est-à-dire à force de me taper la tête contre un mur, au bout d'un moment je finis par me résigner, par baisser les bras. Donc c'est pas du lâcher prise, puisque dans le lâcher prise on est dans une acceptation dynamique. Dans le sentiment d'impuissance acquise, on est plus dans quelque chose de l'ordre de je me résigne, j'y arrive plus, à quoi bon essayer. Voilà, c'est vraiment ça. Et ce qu'on voit très bien chez les individus, enfin chez tous les êtres humains, hein, c'est à la fois les cercles vicieux et les cercles vertueux. Et la nourriture, le fait de je prends soin de moi, c'est-à-dire je fais attention à ce que je me donne comme nourriture, ça fait partie aussi du soin que je m'apporte. Et que globalement, si je choisis l'effort de faire attention, de cuisiner des plats bio, de ne pas manger trop gras, pas trop sucré, ça participe effectivement aussi d'un processus mental qui consiste simplement à je prends la maîtrise de ce que je vis. Mais en psychologie, c'est toujours une question de juste milieu, puisque aujourd'hui, on a une nouvelle pathologie qui s'est déclarée, qui s'appelle l'orthorexie, où on a des gens qui sont complètement obsédés par tout ce qu'ils mangent, donc qui vont lire toutes les étiquettes, refuser de manger chez des amis si c'est pas du bio et qu'ils n'ont pas vu que c'était du bio. Enfin, c'est vraiment une pathologie mentale, c'est pas comme l'anorexie. On est vraiment sur, encore une fois, toute une question de juste dosage, de ne pas être non plus dans le contrôle extrême. Parce que si je suis dans le contrôle extrême, je suis aussi dans un manque de flexibilité. Hein, ma fameuse flexibilité dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Moi, je trouve ce bonheur très y a-t-il un bonheur collectif? Parce que quand même, je mange, enfin, voilà. Peut-on passer du je au nous? Parce que le bonheur, c'est d'abord... Rien qu'avec la richesse, c'est difficile de concevoir un bonheur. Il y a du bonheur sans richesse. Il faut que les besoins soient satisfaits, mais un bonheur collectif. Alors oui, effectivement, c'est une évolution qu'on observe en économie. Et l'intérêt, l'intérêt dans l'histoire de la pensée économique pour le bonheur, il est lié à l'intérêt pour le bonheur de l'individu. Et c'est quelque chose qui apparaît de très individualiste, cet intérêt pour le bonheur. Enfin, souvent, ça s'accompagne de conceptions individualistes de l'économie, clairement. Et moi, justement, ce que je trouve intéressant de revenir à un philosophe moral qui a aussi fait de l'économie pour appréhender le bonheur, c'est il a été influencé par Aristote, justement, dans sa conception du bonheur. Et pour lui, le bonheur individuel, il n'est pas envisageable en dehors de la société, et c'est l'individu est le produit de la société, donc son bonheur aussi. Il est construit par ses interactions sociales. Quand je vous dis que chez Adam Smith, je juge de mes comportements et je choisis ce qui me semble être les bons comportements en imaginant le jugement d'autrui, c'est une manière de dire que c'est un individu, certes, mais inséré
dans la société et dont le bonheur ne dépend pas uniquement de ce qu'il a, mais également de la manière dont il le perçoit. Et cette perception dépend de l'influence des normes qui dominent dans le monde dans lequel il vit. Voilà. Ah voilà, très intéressant parce qu'effectivement, Adam Smith, il a un concept central. Enfin, je vous ai dit que le concept clé de sa philosophie morale, c'est la maîtrise de soi, mais en fait, le concept encore plus clé de sa philosophie morale, c'est ce qu'il appelle la sympathie. Je pense que c'est un concept aussi que tu connais, mais il en a une définition qui est peut-être pas tout à fait la même qu'en psychologie aujourd'hui. En gros, la première phrase de son ouvrage de philosophie morale, c'est aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a quelque chose dans sa nature qui fait qu'il s'intéresse nécessairement au bien-être des autres sans en retirer aucun autre plaisir que celui de les voir heureux. Ce principe de sympathie, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle l'empathie aujourd'hui. C'est-à-dire que je me mets en imagination à la place dans la situation d'autrui et j'essaye de m'imaginer ce que c'est d'être autrui et de ressentir, et d'imaginer quelles émotions je vais ressentir dans cette situation que j'imagine. Et forcément, c'est comme ça d'ailleurs que je suis sensible au regard des autres. C'est aussi parce que ce qui leur arrive me touche directement à travers ce processus d'identification. Donc voilà. Alors par rapport à cette question de est-ce qu'effectivement on n'est pas un peu dans une société narcissique, la réponse est oui, clairement. C'est un phénomène que nous on dénote bien, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux, effectivement, on est beaucoup centré sur chacun ses émotions. Maintenant, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les patients. J'allais dire encore une fois, tout est une question de dosage, c'est-à-dire c'est important aussi d'apprendre à des patients qui en général passent leur temps à éviter certaines émotions, d'apprendre à les accueillir, à les ressentir. Et après, il ne faut pas rester focalisé que là-dessus sur moi en fait. Ça, c'est la première des choses. Et puis, pour rejoindre ce que disait Laurie, aussi, on s'est surtout aperçu grâce aux études, notamment l'impact de ce qu'on appelle, nous, les comportements prosociaux, ou de ce qu'on appelle la bienveillance, c'est-à-dire, effectivement, la capacité à avoir des comportements d'entraide avec d'autres personnes qui accroît notre niveau de bien-être. Et donc, une des pratiques de psychologie positive assez connues, c'est ce qu'on appelle, nous, les actes de gentillesse. Alors, il y a tout un vocabulaire très nord-américain, donc forcément, on va parler d'actes de gentillesse. Moi, je vais parler de comportement prosocial, ça fera plus scientifique. Et où, du coup, effectivement, le fait d'être dans l'entraide, le fait de donner de l'aide à quelqu'un, ça va me permettre d'accroître, moi aussi, mon niveau de bien-être, à condition que je le conscientise sur le moment. Alors, sur le moment, je prends conscience que si je fais ça, c'est parce que j'ai envie d'aider cette personne-là et je ne le fais pas machinalement. Il y a aussi le concept de gratitude, on sait aujourd'hui, qui aide beaucoup à développer son niveau de bien-être, c'est-à-dire la capacité à dire merci à quelqu'un pour l'aide qui nous a apporté. Et puis, ce que vous évoquez également, c'est ce fameux processus cognitif qu'on connaît tous, qui est le phénomène de comparaison. Alors, c'est un processus cognitif contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il est là aussi évolutif, donc on ne peut pas forcément le maîtriser à chaque fois. Mais c'est aussi comment j'arrive à passer de l'envie, ce sentiment un peu désagréable, où on est envieux parce que l'autre aurait plus que nous, à justement, je me ramène à ce qui est important pour moi. Et c'est aussi un travail très individuel d'arriver à gérer en fait ces états d'âme-là. Donc oui, ça peut avoir l'air narcissique. J'allais dire c'est de bonne guerre aussi, puisque pour beaucoup de personnes, en fait, ça nécessite de faire attention à son ressenti. Ces personnes-là nécessitent de faire attention à leur ressenti, ce qu'elles ne faisaient pas forcément jusqu'à présent. Mais ça ne s'arrête pas à ça, puisque au contraire, on va plutôt inciter les personnes à se décentrer d'elles-mêmes, aussi à un moment donné, c'est-à-dire d'aller dans l'entraide. Et d'ailleurs, il y a une étude assez célèbre qui a été faite sur des patients atteints d'un cancer, où en gros, ils ont pris donc, des patients en suivi, et en gros, ils ont divisé le groupe en deux. Un groupe qui ne faisait rien, et puis un autre groupe à qui on a demandé de faire du soutien téléphonique à d'autres patients atteints de cancer. Et en fait, on a mesuré après le niveau de bien-être de ces deux groupes. Et dans le deuxième groupe, on a un niveau de bien-être qui a vraiment bien augmenté. Donc en termes de qualité de vie, ces patients-là avaient un sentiment de qualité de vie supérieur à ceux qui n'avaient rien fait. Donc c'est pour vous dire l'importance effectivement de l'entraide. Alors, je voudrais juste
rebondir encore une fois sur votre question, parce que en fait, j'ai des trucs qui me reviennent après en repensant à la question, en t'écoutant et tout. Mais en fait, pourquoi aussi avoir centré comme ça sur un philosophe moral, c'est que la philosophie morale, c'est quand on s'intéresse à la philosophie morale, on s'intéresse à la manière, à ce qui est bien ou mal dans une société, à la manière dont ce bien et ce mal se construit, et collectivement aussi. Ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire d'influence des normes sur le comportement, c'est justement que les normes, c'est ce qui permet de vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, il faut respecter un certain nombre de règles, des normes sociales, des normes morales, et forcément, du coup, les vertus jouent un rôle primordial dans le bonheur à travers ça. C'est en fait le message de Smith, c'est précisément que la vertu qui conduit au bonheur, pas la richesse. On peut faire attention à son portefeuille, c'est bien d'un point de vue pratique, mais c'est aussi, pour Smith, ça consiste en une vertu, prendre soin de soi, de ce qui nous permet de subsister, mais aussi de ce qui nous permet d'exister socialement. C'est une vertu, c'est la vertu de prudence pour lui. Donc être vertueux, c'est bien, c'est quelque chose qui conduit à être heureux. Maintenant, on n'est pas vertueux pour être riche, on est riche pour être vertueux. C'est comme ça qu'il faut entendre le message de Smith, entre guillemets. Je vous passerai le micro après. Mesdames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. J'étais content que quelqu'un rebondisse tout à l'heure en disant je. Je parle assez fort? Oui. Bonheur, je. Bonheur, nous. Bonheur, eux. Autrement, définition du bonheur. Vous avez dit de belles choses, mais je n'ai pas entendu quelle était votre définition du bonheur. Alors, moi j'en ai une. Donc sans rentrer dans des choses très théoriques, le bonheur en fait c'est la capacité d'être dans le bien-être. Donc ma capacité à effectivement avoir des moments de bien-être et surtout ma capacité à prendre conscience de ces moments de bien-être là. Donc c'est pour ça qu'on entraîne beaucoup effectivement cette fameuse flexibilité psychologique qui me permet de prendre conscience quand je pars dans des ruminations, des anticipations, à venir me recentrer sur là je suis en train de passer un bon moment, et ben je reviens à ce que je suis en train de vivre là. Et c'est ça en fait le bonheur, c'est effectivement un enchaînement de bons moments, mais avec surtout ma capacité à être pleinement dans ces bons moments là. Et je pense que tout le monde comprend de quoi je parle, c'est que souvent quand on est en train de préparer un anniversaire, je vais prendre l'exemple des anniversaires en famille, où souvent au début c'est surtout générateur d'angoisse parce qu'on se dit mais comment je vais faire, il va falloir que je cuisine tout ça, mon Dieu, il va y avoir 20 personnes. Là vous comprenez qu'on est déjà dans l'angoisse alors qu'initialement c'est censé être un moment plaisant. Cuisiner ça peut être un moment plaisant. Et puis quand je vais être au milieu de toute ma famille en train de servir les plats, là je vais me dire il faut pas que j'oublie de faire ça, il faut pas que j'oublie de faire ça, il faut que tout le monde soit bien. Et en fait en faisant ça je passe à côté de ce bon moment là. Donc le bonheur c'est effectivement ma capacité à, quand je suis dans un instant de joie, comme on disait tout à l'heure, quand je suis dans un instant de bien-être, c'est ma capacité à être pleinement présent à ce moment-là. Après, d'un point de vue plus universitaire, donc le bonheur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois du bien-être hédonique et à la fois du bien-être eudémonique. Donc, mais vous venez à une de mes conférences et comme ça je vous expliquerai. Ouais, c'est un truc sur lequel il y a des débats sur ce qu'est le bonheur. C'est une discussion qui ne s'arrêtera probablement jamais. Voilà. Donc moi, je parle pas de ma conception du bonheur. Vous avez tous compris que je m'intéresse aux pensées anciennes, donc, et particulièrement à celles de Smith. Et alors, pour lui, le bonheur, c'est la vertu. La maîtresse de toutes les vertus, c'est la maîtrise de soi, parce qu'elle permet de modérer ses passions, d'avoir des passions, certes, qu'il appelle sentiments, donc c'est pas le même vocabulaire au XVIIIe aussi qu'à l'époque, qu'avoir des passions modérées,
pas excessive, ni dans l'excès trop, ni dans l'excès pas du tout, qui permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Et une fois qu'on a cet état d'esprit tranquille, eh bien, on est dans la capacité de jouir de tout ce qui est à notre disposition, sans aller, et surtout de ce qui est à notre disposition, c'est-à-dire qui est facile à acquérir. Par exemple, il donne l'exemple du comte de Lauzun, qui était emprisonné à la Bastille. Donc, c'était un comte frivole qui avait l'habitude des plaisirs frivoles, de la richesse et de la vanité, nous dit-il. Je reprends ces termes. Et au bout de quelques temps à la Bastille, donc il finit par s'adapter à sa situation et il finit par retrouver suffisamment de tranquillité d'esprit pour s'amuser à nourrir seulement une araignée. Donc, quand on est heureux, selon Smith, on ne se laisse pas entraîner par des passions excessives et ça nous rend capable de jouir de toutes les choses qui sont à notre disposition sans avoir à aller chercher davantage de choses pour être heureux. Voilà. Donc on n'est pas condamné au toujours plus. On n'est pas condamné au toujours plus. En tout cas, le toujours plus, il est là. Il n'est pas... Oui, bonjour. Moi, j'ai deux réactions face à ce que vous dites. La première, c'est que j'ai l'impression que le bonheur, c'est quelque chose... Enfin, et ce qui me rassure, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une science de l'éducation du bonheur qui doit exister quelque part. Et a priori, par contre, ce qui me rend très défaitiste, c'est que dans notre société, c'est pas ce qu'on apprend, en tous les cas, de façon immédiate et spontanée à nos enfants, donc à nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et ce qui me fait réagir dans vos propos, c'est que j'ai l'impression que l'éducation du bonheur, en tous les cas, là, elle était très religieuse, avec des valeurs morales très fortes. Et la question est, quel est le rôle de la religion dans le bonheur ou l'absence de bonheur? Alors, parler de vertu, de morale, c'est pas parler de religion. D'ailleurs, Smith, il l'a pas dit publiquement, parce qu'il aurait perdu son poste à l'université, mais c'était pas très... il était déiste, probablement, mais peut-être anticlérical aussi. Donc, justement, alors, il y a une critique aux normes religieuses chez Smith, parce qu'elles ont pour effet de corrompre les mœurs. Donc vous voyez, parler de morale, c'est parler en fait d'interaction sociale. C'est parler de sciences humaines et sociales. Parler de philosophie morale, c'est pas parler de religion. La religion, c'est un système de normes qui est pas forcément le système qui se réduit pas au système de normes dans la société. Aujourd'hui, on interagit ensemble. On a des règles pour interagir ensemble. Il y a des choses que tous ensemble on trouve bien, et il y a des choses qu'on ne trouve pas bien. Et c'est pas la religion qui nous dicte aujourd'hui ce qu'on trouve bien ou pas, même si ça a une influence certes lointaine, parce que ça nous a certainement influencé. Et ça, c'est parler de philosophie morale, parler de ça. Donc parler de morale, c'est pas forcément parler de religion. Donc maintenant, voilà, quelle est la place de la religion dans le bonheur? Dans la philosophie d'Adam Smith, comme la religion c'est quelque chose qui va venir corrompre les mœurs, c'est pas quelque chose qui va conduire au bonheur, précisément. Alors il discute, il y a des débats évidemment à l'époque là-dessus, et puis il peut pas dire trop fortement affirmer cette position-là dans un monde où la religion c'est encore l'ancien régime. Donc voilà. Alors sur la première partie de votre remarque concernant l'éducation, alors aujourd'hui il y a tout un pan de l'éducation, on parle d'éducation positive, d'éducation bienveillante, il y a de plus en plus aussi des approches dites Montessori au niveau de l'éducation stricte des enfants, même si encore une fois tout est une question de juste milieu, c'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure, on est un peu trop narcissique et à force de ne pas vouloir de mettre de frustration aussi à un moment donné, on produit aussi beaucoup d'individus narcissiques. Les États-Unis en ont fait les frais, puisque sur le concept d'estime de soi, par exemple, quand ils ont
conceptualisé l'estime de soi et qui se sont dit que ben voilà, quand on a une estime de soi plutôt faible, plutôt basse, c'est là où on va rentrer dans des comportements à risque, on va boire, on va fumer, donc on va travailler sur l'estime de soi. Donc ils ont fait pendant plus de 40 ans des campagnes en fait où on a beaucoup valorisé les enfants, et aujourd'hui ils ont des adultes à qui on peut pas dire grand chose au final, puisqu'on a passé notre temps à les valoriser. Aujourd'hui vous leur dites le moindre mot, tout de suite ils vont mal le prendre. Donc encore une fois, tout est une question de juste milieu, c'est-à-dire les dynamiques d'éducation positive, d'éducation bienveillante sont très intéressantes, puisque effectivement ça propose aux enfants de nouveaux modes de comportement en société. C'est-à-dire ça entraîne très précocement donc les rapports prosociaux, les comportements prosociaux. Ça entraîne précocement effectivement ma capacité à être pleinement présent quand je suis dans un bien-être, et ça entraîne également ma capacité à être satisfait de ce que je peux avoir. Après, je vous invite à lire un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Le complexe de Tétis de Didier Pleu. Sur la notion de frustration, où justement ça vient un peu reparler de l'importance de cette notion de frustration dans l'éducation. Alors bien sûr ça dépend comment elle est amenée, hein, mais justement l'idée encore une fois c'est pas tout ou rien, c'est pas être que dans la bienveillance ou voilà. Après plus concrètement, l'éducation, c'est aussi comment j'explique la vie aux enfants. Et nous, parents, si on rentre du travail en disant qu'on est crevé, qu'on n'en peut plus de cette vie, que le travail c'est chiant, elle fait vite tes devoirs, tu passeras à autre chose. Enfin, vous imaginez le discours qu'on développe. Déjà, on exprime déjà le fait que la vie, c'est lourd, c'est chiant, c'est compliqué, et que voilà, faut juste un peu serrer les poings, et puis ça passera. Donc, je pense qu'il y a aussi un discours parental autour de ces notions-là. Après, sur les questions de la religion, on a des études aujourd'hui qui montrent l'impact de la religion sur le bien-être. Encore une fois, c'est aussi très discuté. Moi, personnellement, enfin voilà, j'ai pas de. Mais ce qui fonctionne comme processus en fait dans la religion, c'est la notion d'espoir. Ce qui fait, quand je suis dans l'espoir, effectivement, ça me permet d'entretenir mon niveau de bien-être. Et effectivement, ça me permet d'apprécier davantage les jours qui passent. Et ça, alors je prends un exemple parce que c'est aussi quelque chose que je connais un petit peu. Quand on fait des accompagnements en fin de vie auprès de patients qui sont atteints de cancer, qui sont vraiment dans les derniers jours, souvent il y en a qui peuvent avoir ce qu'on appelle une forme de déni, hein, c'est-à-dire être dans le déni de la pathologie. Et ce qu'on explique souvent aux familles, c'est que ce déni-là n'est pas forcément négatif. Ça peut aussi permettre aux patients, effectivement, d'être dans cet espoir un certain temps, ça fait un peu un sas de décompression, ça lui permet de pas se prendre la grosse gamelle de l'annonce de fin de vie comme ça dans la figure. Donc on sait que la religion peut rentrer en ligne de compte. Donc je ne suis pas une fervente religieuse, hein, loin de là, je n'ai pas forcément. Mais par contre, on sait que ce qui fonctionne voilà, chez ceux qui ont une religion, qui pratiquent une religion, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est cette notion de croire en quelque chose qui permet effectivement d'accroître son niveau de bien-être, tout simplement. La pause, avant qu'Alexandra nous montre sa sélection de... Messieurs les organisateurs, il y a deux mots là-haut, bonheur et science. Ouh. Où est la science ? Elle est partout. Je ne sais pas ce que vous appelez science en fait. En tout cas, Axel travaille sur la base de résultats scientifiques et se forme à une formation universitaire, donc scientifique, et se forme en continuant de lire des ouvrages scientifiques, des articles scientifiques, de ce que j'entends. En ce qui me concerne, je parle de philosophie morale, je parle d'économie. Et oui, je suis universitaire, donc ce dont on parle, ça relève de la science. La science, ça ne se réduit pas à sciences dures, sciences exactes. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que vous avez à l'esprit. Il y a aussi les sciences humaines et sociales qui ont aussi des choses à dire. Certes, c'est moins des vérités. C'est pas des vérités. Je vous l'ai dit au début de ma présentation. Je pense que c'était un point important. Ce sont des disciplines qui fonctionnent sur la base du débat,
Et la science économique, la philosophie, c'est du débat. C'est pas des, enfin c'est pas, si c'est des résultats aussi, mais des résultats qui sont débattus. C'est pas des vérités. Moi, si je peux reprendre la parole, je suis content que vous ayez posé cette question, parce que le point de vue, parce que science, il y a deux choses. Il y a d'abord les méthodes scientifiques. Les méthodes scientifiques, ça constate dire la vérité n'existe pas. La vérité, c'est à un moment donné, on a un lieu donné, et ça peut changer. On est d'accord? Prendre le micro. C'est-à-dire que même... Donc, alors, je ne sais pas si je suis d'accord, parce que même dans mon domaine de savoir, il n'y a pas une vérité à un moment donné. Il y a des théories et aucune ne fait consensus. C'est-à-dire que même les théories qu'on a aujourd'hui, à l'instant donné, à l'instant où je vous parle, ne font pas consensus. Donc il n'y a même pas de vérité à un instant donné. mais je suis d'accord avec vous complètement, voire en astrophysique, voire etc. La vérité, encore, n'existe pas. Le contraire, c'est l'intégrisme. L'intégrisme, c'est le gars qui dit « moi, j'ai la vérité ». L'esprit scientifique, c'est tout le contraire. On est d'accord? Oui. Maintenant, au point de vue, pour revenir un petit peu au domaine psychologique, j'avais lu, mais je ne sais plus quel est l'auteur, que ce qui fait agir l'homme, c'est le désir d'avoir, le désir de pouvoir et le désir de savoir. On est d'accord? L'avoir commence par avoir à manger. Et c'est tout ce que vous avez dit, hein, du bonheur hédonique. Oui, mais justement, oui, bien sûr, pour parler des besoins primordiaux, on peut peut-être dire ça, mais quoique même, on peut inverser ce que vous dites. Justement, je vous ai parlé d'un auteur pour qui, finalement, la fin, c'est pas le bonheur en soi. La fin, c'est l'approbation de nos semblables. C'est la fin, en fait, c'est être digne de l'approbation de nos semblables. C'est la vertu. Donc, et la vertu, c'est aussi prendre soin de soi et chercher à satisfaire ses besoins primaires. Donc, vous voyez, la fin, c'est pas forcément avoir. La fin, ça peut être aussi, on peut envisager que la fin, ce soit autre chose, finalement. Que cette fin que vous dites, ça soit en fait un moyen d'obtenir autre chose. Comment? Ah, d'accord. Science et savoir. Oui. Alors, est-ce que le savoir participe au bonheur? Donc moi, comme je vous l'ai dit, je parle pas de ma conception. Moi, je suis convaincue que le savoir contribue au bonheur. Moi, depuis que j'apprends, je suis tellement plus heureuse qu'avant d'avoir accès à toutes ces connaissances. Voilà, et je sais que plus j'apprends, plus je me rends compte que je suis ignorante et plus je vais avoir de choses à apprendre dans ma vie. Et je suis vraiment plus heureuse. Mais après, moi, votre question, elle me fait penser à un truc marrant. C'est que toute la conception de la philosophie morale du XVIIIe siècle en France et en Écosse, c'est une conception qu'on appelle empiriste. Et l'empirisme, c'est une philosophie de la connaissance qui dit qu'en fait, on prend connaissance par l'expérience via nos sens. Donc, on voit du coup que si on rejoint l'idée de sens, de sensation au bonheur, que connaissance et bonheur, finalement, c'est quelque chose qui est assez lié, même sur le point de départ. Ouais. Axel, il y a quelque chose à ajouter? Non, après je rejoins ce que dit Laurie sur ce que vous disiez, monsieur, sur effectivement la science ne donne pas de vérité. Enfin, du moins, il y a un esprit critique à avoir en science et la psychologie positive, par contre, son grand cheval de bataille, justement, c'est d'utiliser des méthodes quantitatives, randomisées et statistiques pour être, on va dire, la plus scientifique possible, mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le contraire soit démontré, tout simplement, comme toutes les sciences, que ce soit même les sciences dures, hein, c'est toujours jusqu'à preuve du contraire. J'ai essayé de me coller un peu à Stephen Hawking.
Bon, j'y suis pas arrivée. Mais ce que j'ai compris, par contre, c'est que effectivement, chaque théorie peut être démontée, et que même dans les sciences dures, il y a une évolution de la pensée, et heureusement, voilà. Donc en aucun cas, on a la science infuse et on dit qu'on a la définition du bonheur, et encore moins je vous dirais que j'ai les clés, les solutions pour que vous soyez heureux dans votre quotidien, parce que justement je me bats contre ça, parce que pour moi chaque individu est spécial, chaque situation est spéciale, chaque contexte est spécial, qu'on a des personnalités, par exemple si je prends les pessimistes défensifs, qui sont des pessimistes dur et pur, et mais par contre, en fait, à chaque fois qu'ils vont envisager une issue négative, ils vont aussi envisager la solution qui va leur permettre de faire face à cette issue négative-là. C'est des gens très performants. Et ces personnalités-là, si vous leur demandez de travailler un peu l'optimisme, par exemple, ça va tellement leur accroître leur niveau d'angoisse qu'au final, il vaut mieux les laisser en tant que pessimistes défensifs. Comme on a des... Donc, encore une fois, c'est pas tout le monde doit positiver, tout le monde doit être optimiste, tout le monde doit être bienveillant. Chaque personne est différente. Je ne vais pas travailler avec un enfant qui se fait harceler à l'école, la bienveillance. Là, je vais plutôt travailler l'affirmation de soi. Je vais lui expliquer comment on peut s'affirmer. Donc, encore une fois, tout est une question de juste dosage et de juste milieu. Voilà. Et des questions, ne les oubliez pas. On va passer à la partie donc bibliographie, et ensuite vous pourrez poser vos questions. Bonsoir à tous. Alors pour moi, principalement, le bonheur est dans les livres, et je vais vous le montrer ce soir. J'ai cherché, comme d'habitude, une petite citation pour relier les deux thèmes. C'était pas évident, et donc c'est Pierre Desproges qui nous donne la clé. L'homme de science le sait bien, l'horloge pointeuse et le parc-mètre automatique, sans lesquels il n'est pas de bonheur terrestre possible. Chacun jugera. J'ai commencé par me poser la question de comment définir le bonheur. Donc, comme on l'a vu, il y a tellement de philosophes qui en ont parlé que je n'allais pas vous sortir tous ceux qui existent et tous les livres. J'ai fait un résumé. Donc, je vous propose une bande dessinée qui s'appelle Philocomics, aux éditions Rue de Sèvres, qui est en fait une branche de l'école des loisirs. En relisant mes notes en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas regardé qui étaient les 10 philosophes cités. Je suis sûre qu'il y a Socrate dedans, mais pour les autres, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que ce sont des bandes dessinées qui sont extrêmement bien faites, dont le contenu est tout à fait fiable et sérieux, mais traité de façon assez humoristique et assez bien faite. Un deuxième aspect, donc Michel Serres, qui est un philosophe et qu'on ne présente plus, et Michel Polaco, qui est un journaliste, dissertent justement sur la définition du bonheur. C'est un petit bouquin aux éditions du Pommier, donc qui est un éditeur scientifique et qui permettra justement d'avoir une approche plus philosophique. Qu'est-ce que le bonheur ? En fait, ça dépend effectivement des conceptions. Donc, je vous propose une étude sociologique et historique de la conception du bonheur à travers l'histoire en France, en plus. J'ai restreint, et depuis 1945, parce que sinon c'est pareil, si on repart dans l'Antiquité, on n'a pas fini. Publié chez Robert Laffont. Et donc voilà, vous avez une étude à travers... il s'est basé sur différents supports, différents matériaux pour avoir une définition qui évolue forcément. Ensuite, il y a actuellement deux cultures dont on parle beaucoup quand on parle du bonheur. Il y a le Bhoutan, qui est un petit pays au cœur de l'Himalaya, qui a refusé de définir la richesse de son pays en utilisant la notion de produit intérieur brut, mais de bonheur national brut. Donc afin de vous poser plus de questions, voilà un petit livre qui parle du Bhoutan et de sa conception du bonheur chez Nevikata, et c'est un tout petit livre et c'est pas mal. Ah, j'y avais pas pensé, bravo. Le deuxième pays dont on parle beaucoup, parce que là on s'appuie sur des données, des études sociologiques, c'est le Danemark qui, paraît-il, est le pays où on est le plus heureux au monde. Après c'est les Suisses, mais j'avais pas d'études sur les Suisses, j'avais des études sur les Danois. En librairie, aujourd'hui, on voit fleurir des livres sur un courant qui s'appelle le Hygge. Alors, le Hygge, ça s'écrit H-Y-2-G-E. Et parce qu'apparemment, les Danois cultivent un art, justement, du bien-être, qui, actuellement, dans les livres, consiste essentiellement à se promener en pyjama pilou-pilou en buvant des chocolats chauds. Mais dans ce livre-là, vous découvrirez d'autres clés de leur bonheur. Donc effectivement, si on repart sur les sciences humaines et donc la psychologie positive, j'allais pas vous sortir tous les ouvrages, mais deux principaux, par le père fondateur de la psychologie positive, du moins de sa théorisation, Martin Seligman,
aux éditions Pocket, Vivre la psychologie positive. Et puis, sous la direction de Jacques Lecomte aux éditions Duno, une étude Introduction à la psychologie positive qui fait un état des lieux justement de toutes les recherches depuis l'initiation de la discipline dans les années 80. Le bonheur est théorisé. Alors j'ai cherché, oui, avant d'arriver sur l'économie, j'ai cherché dans les sciences dures, on va dire, les sciences plus expérimentales. Et aujourd'hui, je n'ai absolument pas trouvé de livre parlant de tout ce qui était neurosciences. Il y a des études publiées dans des revues scientifiques, mais de livres, il n'y en a pas encore. Et c'est bien dommage parce qu'apparemment, il y a quand même des choses à dire sur les neurotransmetteurs, la dopamine, etc. Ah. Il marche pas. Il y a un livre qui s'appelle Les clés de la résilience. J'ai plus le nom de l'auteur en tête. C'est un Américain et c'est très bien fait parce que justement c'est très vulgarisant sur l'approche des neurotransmetteurs, de la neurologie, enfin des neurosciences en général, et qui explique, qui donne des astuces. Donc je vous chercherai les références du coup à partir du titre. Donc en repartant sur les sciences économiques, on va avoir, j'en ai trouvé beaucoup, donc on a fait une petite sélection, mais il y en a quand même pas mal. Différentes études. Donc le premier, faut-il attendre la croissance, publié à la documentation française, avec une chercheuse qui travaille beaucoup sur ce thème justement du bonheur et du lien avec l'économie. Donc là, pour rejoindre le bouton, on parle pas mal du PIB et de voir quelle est l'importance, le lien avec le bonheur humain. Le deuxième ouvrage, c'est une revue aux éditions alternatives économiques où justement on fait à nouveau une synthèse de tous les débats en vigueur, actuels sur l'économie et comment le bonheur peut contribuer à l'économie et inversement. Chez De Boeck, une autre, il y en avait vraiment beaucoup sur l'apport des richesses, sur le renforcement du lien social, sur la façon de traiter l'individu, l'être humain, la nature, pour que l'économie soit au service de l'individu et de la société et pas l'inverse. Et finalement, dans quel sens on retrouve quand même un bénéfice pour l'économie en général. Ça parle aussi de la façon dont le management en entreprise peut, comment quand vous êtes un manager en entreprise, le fait de vous soucier du bien-être de vos salariés vous permet aussi d'accroître la richesse de l'entreprise. Quand j'aurai plus d'expérience en termes de management dans la librairie, je vous donnerai mes conclusions. Et parce que vous en avez parlé tout à l'heure, le bonheur en fait ça s'apprend et ça commence tout petit, il ne faut pas oublier les classiques. Et donc voilà, Monsieur Heureux qui existe déjà depuis plus de bientôt 40 ans, de Roger Hargreaves chez Hachette Jeunesse, et qui raconte l'histoire d'un monsieur qui est tout le temps heureux et qui le continuera à l'être. C'était pour madame. Par rapport au savoir, la connaissance, est-ce que le bonheur, c'est l'ataraxie par rapport au savoir et la connaissance? L'ataraxie, c'est le summum de la connaissance, c'est le savoir. Il faut s'imprégner et apprendre tous les jours, quoi. Attention, oui, c'est bon, ça marche. Alors, je voulais répondre à deux questions. Vous m'avez aussi posé une question pendant les slides, pendant que vous avez passé vos slides. Alors, c'est pas nouveau les mesures du bien-être. L'Eurobaromètre, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça aux infos régulièrement. Il y a l'Eurobaromètre tous les 6 mois qui mesure justement le bonheur. J'en ai montré un tout à l'heure, oui. Voilà, c'est des enquêtes. De bonheur, etc. Alors, je peux pas être beaucoup plus précise là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai précisé que je n'étais pas économiste du bonheur, mais que je m'étais intéressée à l'économie du bonheur, parce que l'économie du bonheur, c'est une sous-discipline très empirique qui cherche empiriquement à déterminer, à travers des enquêtes
ou des expériences les fondements du bonheur, fondements et la nature du bonheur, mais qui ne se positionnent pas, qui ne cherchent pas à se positionner d'un point de vue normatif sur ce qu'est le bonheur. Elles cherchent à observer, mais pas à prendre de position. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ajoute un bouquin à la liste des bouquins très complète qui a été donnée, qui s'intitule tout simplement L'économie du bonheur de Claudia Sénic, qui est une spécialiste de l'économie du bonheur et qui explique justement la méthode qui dit, et ses avantages et ses inconvénients en économie du bonheur. Vous pouvez aussi ajouter, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, mais là ça devient un peu plus technique, le repère en économie du bonheur de Davoine, D-A-V-O-I-N-E, voilà. Et donc, est-ce que en fait, votre question c'est est-ce que le bonheur s'apprend ? Oui. Et ça. Alors, oh là là. Alors, est-ce que le bonheur s'apprend ? Ça revient à ce dont tu parlais tout à l'heure. Mais pour reprendre les thématiques dont je vous ai parlé, puisque la connaissance vient des sens et de l'expérience, la vertu, qui est la finalité qu'on doit poursuivre si on veut être heureux, s'apprend. S'apprend par l'expérience. Je ne savais pas que la richesse ne faisait pas le bonheur. C'est en voyant mon camarade très malheureux parce qu'il suscite l'envie de ses semblables, parce qu'il est plus tranquille, tout le monde veut venir le voir, lui dire « Ah, t'as gagné au loto », etc., que je me suis rendu compte que la richesse ne faisait pas le bonheur. C'est par l'expérience que j'apprends la vertu. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. Je passe le micro. Rebonsoir. J'avais une question par rapport. Tout à l'heure, on a dit les gagnants du loto vont avoir d'abord une phase de bonheur, puis le bonheur va décroître et se stabiliser. Premièrement, est-ce qu'on a fait l'expérience inverse avec une chute brutale du pouvoir d'achat chez une personne ? Et est-ce que ce bonheur se stabilise aussi, ou est-ce qu'il y a une espérance perpétuelle ? Et la suite de ma question est comment Adam Smith, mais la réponse peut aussi être apportée par la psychologie. Est-ce qu'il y a un rapport entre le bonheur et la fatalité de sa situation ? Quand on prend l'exemple des personnes qui ont subi un accident de la route, qui se stabilisent dans leur bonheur parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Tout à fait. En fait, c'est très très intéressant comme remarque. Parce que quand Smith commence sa petite analyse en expliquant, on peut connaître des grands malheurs. L'exemple qu'il donne justement, c'est l'exemple son premier exemple pour parler de l'adaptation, c'est l'exemple d'un grand malheur. C'est un soldat qui perd sa jambe emporté par un boulet de canon pendant un combat. Et il explique que ce soldat, au départ, va être très affecté par sa situation, que ça va le conduire à être malheureux. Alors là, on retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'idée de la maîtrise de soi. Dans ce moment-là, c'est ces impulsions premières qui vont surgir sans tenir compte du point de vue des autres. Et puis petit à petit, il va s'apercevoir que les autres n'ont pas autant de compassion que ce que lui souffre. Ils compatissent, certes, mais ils ne souffrent pas autant de lui parce que les autres considèrent que une jambe de bois, ça n'empêche pas de jouir de tous les plaisirs ordinaires de la vie. C'est une grande incommodité, mais tous les plaisirs qu'on partage avec les autres, pratiquement tous, on peut les avoir comme les autres. Et ça va conduire l'homme à la jambe de bois à avoir un autre point de vue sur sa situation et à retourner à un niveau de bonheur équivalent à celui qu'il avait antérieurement. Alors, Smith nous dit ça marche quand il n'y a pas de remède. Effectivement, c'est la fatalité de la situation qui fait que l'homme à la jambe de bois
finit par adopter le point de vue de ses semblables. Il donne un autre exemple, il donne l'exemple de l'homme d'affaires, de l'entrepreneur qui vient de faire faillite et dont les mines d'or, les perspectives de mines d'or, c'est à l'époque des colonies, hélas, hein, dont les perspectives de mines d'or en Amérique latine troublent le sommeil. En fait, le fait qu'il y ait un remède possible, même s'il est très difficile à atteindre, ça va empêcher ce processus d'adaptation de se mettre en place et ça va conduire l'individu à se centrer sur ses impulsions premières plutôt que d'accepter au final sa situation. Donc oui, tout à fait. Et je pense que la psychologie a beaucoup de choses à dire là-dessus, non ? Alors concernant les études, j'ai pas de notion en tête d'études qui ont fait le parcours inverse de ce que vous évoquiez par rapport aux gagnants des lotos, savoir si des personnes qui perdaient un gros gain, enfin de l'argent, une situation sociale, si on avait fait des suivis, j'ai pas de notion, j'ai pas connaissance en tout cas que ça existe. Après oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le fameux, la fameuse homéostasie interne qui fait que tout individu tend à retrouver un état d'équilibre. Alors nous en psychologie, quand on est dans la perte de quelque chose, il y a souvent un processus qui est en jeu qui s'appelle le processus de deuil, que vous devez peut-être connaître, qui passe par des phases classique, d'abord le déni, ensuite la colère, ensuite la dépression, l'acceptation. Et en fait, toutes ces phases-là, on les retrouve régulièrement dans tout type de situation qui réfère à une perte, hein, que ce soit la perte d'un emploi, la perte, une rupture sentimentale, un divorce, le deuil de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important. L'esprit humain a toujours besoin d'un sas de décompression. Donc c'est pour ça que l'esprit humain a besoin de ce processus-là qui consiste déjà à pendant un temps être dans le déni de ce qui se passe, dans un second temps être dans la colère, effectivement, une situation qui est frustrante va générer de la colère, et puis va permettre d'accéder, si on avance bien dans ce processus, vers la notion d'acceptation. Donc il y en a qui peuvent être bloqués à certaines phases. Mais ce que vous évoquiez, moi ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'on appelle nous le lâcher prise, parce qu'on travaille beaucoup en gestion du stress avec mes patients. Ce que j'explique beaucoup, c'est dans une situation donnée, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je maîtrise pas. L'idée, c'est d'apprendre à l'individu à mobiliser ses ressources et à mettre de l'énergie dans effectivement des enjeux qu'il va maîtriser, plutôt que de gaspiller de l'énergie dans des enjeux qu'il ne maîtrise pas. Si je prends un exemple pour caricaturer un peu, hein, parce qu'on ne va pas le dire comme ça, mais quelqu'un qui vient de perdre son travail, il va me dire oui, c'est dégueulasse, j'ai été victime d'un licenciement. Donc là, on va lui expliquer oui, mais concrètement, dans ce licenciement, qu'est-ce que vous maîtrisez ? Est-ce que vous maîtrisez le fait d'avoir été licencié ? Là, il va vous dire non. Donc là, vous allez dire, est-ce que du coup, ça vaut la peine de passer de l'énergie dans justement ces ruminations-là, ces pensées-là qui vont plutôt vous tirer vers le bas ? Par contre, vous trouvez que ce licenciement a été abusif ? Qu'est-ce que vous maîtrisez dans cette dynamique-là ? Ce que je maîtrise, je ne sais pas trop. Et donc, il y a les prud'hommes. On va essayer plutôt de mobiliser l'individu sur ses ressources, ce qu'on appelle nous des copings actifs, qui vont lui permettre justement d'être plus constructif et productif face à une situation donnée. Donc, ça me fait penser effectivement aussi à cette notion de lâcher prise. Hein, qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je ne maîtrise pas, et comment j'apprends à me mobiliser sur les éléments réels que je maîtrise. Voilà. En fait, il y a justement, donc je me demande si c'est de ça dont tu parles. Tu as des interprétations du coup de ce phénomène d'adaptation qui repose sur la personnalité. Donc on dit, voilà, tel individu n'arrive pas à être plus heureux parce que c'est sa personnalité, elle est comme ça, son niveau de bonheur, le niveau de bonheur correspondant à sa personnalité est celui-ci. Et du coup, si tel est le cas, du coup, on peut se demander comment on fait pour rendre un individu plus heureux. On peut rien faire si c'est lié à sa personnalité. Donc je voulais savoir toi ce que tu en pensais et quelle était ton interprétation et ta pratique quotidienne, ce qu'elle permet de te dire de ça. Alors, là encore une fois, c'est pas moi qui le pense. De nombreuses études ont démontré que notre capacité à être heureux dépend à 50% de notre patrimoine génétique et de notre éducation. Donc ça, c'est pas forcément ça la bonne nouvelle. C'est qu'à 50%, effectivement, notre bonheur va dépendre de notre héritage. C'est-à-dire si globalement vous êtes issu d'une famille plutôt dépressive, vous avez de plus fortes chances de vous-même être plutôt dépressif dans le futur que si vous êtes issu d'une famille où on a la joie de vivre.
Donc après, les études ont aussi montré que par contre notre capacité à être heureux vaut à 40%, c'est-à-dire ce qui va faire que je peux être heureux, ce sont toutes les actions volontaires que je vais mettre en place. Donc effectivement, ma manière de penser, mes comportements, ce que je vais pouvoir mobiliser comme ressources. Et selon les études, toujours, les conditions matérielles immédiates, donc le revenu, là où je vis, ne vaudraient qu'à 10% dans ma capacité à être heureux. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le phénomène de neuroplasticité, sur l'idée de l'entraînement, c'est qu'effectivement le bonheur c'est quelque chose qui va s'entraîner, enfin le bonheur. Le fait d'apprendre à être dans le bien-être, c'est quelque chose que l'on peut entraîner. Et donc, pour des personnalités plutôt anxieuses, parce qu'effectivement, là aussi, du côté, on a ce qu'on appelle le tempérament, qui est la partie la plus innée, on va dire, de la personne. Et puis, on a le caractère, qui est plutôt le côté appris, acquis, qu'on peut modifier. Le tempérament, c'est quelque chose qu'on a du mal à modifier. On peut, par contre, essayer d'y créer des aménagements, et ça se travaille. Et effectivement, donc il y a des personnalités où c'est plus compliqué pour elles d'être heureuses ou qui vont être plus passives devant les événements. On a ce qu'on appelle les profils passifs. On a au contraire les personnalités très combattantes. On a ce qu'on appelle les types A, qu'on retrouve beaucoup chez les sportifs. Alors, et en fait, chacune de ces personnalités-là, on a les personnalités dépendantes, on a les personnalités dites schizoïdes. Enfin, on a tout un tas de personnalités. Et en fait, vous rentrez pas, chacun rentre pas dans une catégorie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en psychologie, avant, on travaillait beaucoup avec le DSM, qui est une classification des troubles psychopathos. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à la notion de processus pour poser les diagnostics. C'est ce qu'on appelle l'approche transdiagnostique. Alors qu'on s'aperçoit que dans les pathologies, on va retrouver sans arrêt des processus cognitifs spécifiques qui vont fonctionner à plein régime et on rentre donc dans une forme de rigidité psychologique. Donc oui, il va y avoir des personnalités qui auront à la base plus de mal à être dans le bonheur ou qui vont avoir plus de mal à y accéder. Neurologiquement, on le voit, c'est-à-dire qu'au niveau des neurotransmetteurs, il y a effectivement moins de sécrétion de sérotonine, de dopamine et d'ocytocine. Il y a plus de sécrétion donc de cortisol ou d'adrénaline, et donc ça se mesure directement effectivement aussi sur le fonctionnement cérébral. Mais ça s'entraîne. Ça s'entraîne, et en fait, c'est la note que moi j'essaye vraiment de faire passer à mes patients. C'est oui, on a tous un héritage. Et ça, on le choisit pas. J'allais dire, c'est la plus grande des injustices, c'est qu'on ne choisit pas de là d'où on vient. Mais par contre, là où j'ai une marge de manœuvre, là où j'ai une marge d'action, c'est sur après ce que je vais pouvoir en faire de tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, ça va beaucoup dans aussi... alors, souvent les gens ont des clichés autour des psychologues. Enfin, on a souvent le cliché du psychanalyste qui passe son temps à écouter son patient, et le patient qui aime se raconter. Et, voilà. On sait aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec le patient autour de, oui, il y a une histoire, oui, il y a un traumatisme. S'il n'a pas été traité à un moment donné, on va s'y atteler. Il a besoin d'une écoute, ce traumatisme-là. Mais aussi, à un moment donné, et avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est vraiment la notion d'acceptation aussi, c'est avec ce que je suis, avec le parcours que j'ai eu, qu'est-ce que j'en fais et comment je peux transformer ça un peu en force. Donc c'est le fameux concept de résilience, qui est aussi un concept physique à la base, qui permet justement de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de plus positif. Et donc c'est tout ce travail-là qu'on fait avec des gens qui ont été victimes de viol, d'inceste, de cambriolage, pour leur permettre justement de rebondir après un traumatisme.